La caravane anti-mafia est partie de Rome début mars. Sophie Simon. Oui, il s'agit d'un programme de l'Union européenne pour la prévention et la lutte contre le crime organisé. La première caravane anti-mafia est née en Sicile après les attentats ayant coûté la vie aux magistrats Borsellino et Falcone. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Fabrice Risoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités et représentant du réseau FLAIR contre le crime organisé. Alors, racontez-nous peut-être pour commencer un peu votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la mafia ? Si je dois revenir aux expériences personnelles, je vous dirais tout d'abord que j'ai grandi dans un arrondissement à Paris dans les années 80 où l'héroïne coulait à flot. Puis j'ai déménagé, j'ai atterri en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre et le plus criminogène de France, là où le cannabis coulait à flot. Et puis tous les étés, il se trouvait que j'allais travailler sur la Côte d'Azur, à Antibes, et pour des raisons familiales, il m'est arrivé de fréquenter souvent les débits de boissons, et j'avais donc parmi les adultes que je fréquentais des Calabrais, des Napolitains, des Serbes, des Corses, et il m'a été donné de bien connaître les pratiques et les us et coutumes de la Côte d'Azur, par exemple les machines à sous, etc. Donc c'est via en servant en fait vos clients au bar que vous êtes tombé un peu dans ce milieu-là, si je puis dire. On va faire dans la caricature. J'étais pizzaiolo, comme ça. Je m'appelle Risoli, j'étais pizzaiolo. Mais il se trouve que effectivement, j'ai découvert un monde où il y a les apparences et puis derrière il y a tout un système. Par exemple, de machines à sous, de machines à poker dans l'arrière-cour, etc. Les descentes de police, le trafic de drogue, les boîtes de nuit, etc. Les plages privées. Et c'est après cette expérience-là que vous devenez docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 à la Sorbonne et vous faites une thèse sur les mafias italiennes et les relations internationales. Oui, c'est-à-dire c'est plus fort que moi. Il a fallu que je fasse dans mes études un sujet qui me plaisait. J'ai trouvé un directeur de recherche que je salue ici, qui est le président Jacques Sopelsa, et j'ai fait une thèse sur les mafias italiennes à la Sorbonne en sciences politiques qui m'a permis de bien comprendre un phénomène. Mais ça, c'est grâce à l'Italie qui a les mafias, mais aussi les meilleurs outils juridiques pour comprendre les phénomènes mafieux. Et alors, depuis combien de temps est-ce que vous collaborez avec la caravane anti-mafia ? Alors, pour moi, avec la caravane, c'est la première année. En revanche, moi, je collabore avec FLAIR, Freedom, Legality and Rights in Europe, depuis 3 ans. L'idée étant que c'est le premier réseau de la société civile contre le crime organisé transnational. C'est-à-dire, je m'explique, la répression fait ce qu'elle a à faire ou imparfaitement, mais la société civile, vous et moi, aujourd'hui, en me recevant sur ce thème-là, vous faites un grand pas. Nous pouvons faire des choses contre le crime organisé. FLAIR, en fait, c'est l'émanation de Libera, le plus grand cartel d'associations anti-mafia italien, qui, après avoir fait le tour en Italie, a dit qu'il fallait exporter ce modèle. Mettre en réseau toutes les associations qui luttent de près ou de loin contre le crime organisé, ça revient à dire, très concrètement, que nous soutenons une association de jeunes femmes roumaines qui explique aux jeunes femmes roumaines, qui sensibilise les jeunes femmes roumaines à ne pas accepter des contrats de travail à Chypre, à Bruxelles ou à Paris, parce qu'elles peuvent se retrouver dans un grand trafic de prostitution. Et puis, vous pouvez avoir ici des associations qui sensibilisent au blanchiment de capitaux. Tout ça, c'est à mettre en réseau pour que nous ayons les armes nous-mêmes pour lutter contre le crime organisé. Mais vous me parliez du pouvoir d'action de la société civile, mais nous, en tant que simples citoyens, que peut-on faire ? Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez vous investir dans les associations. Une fois encore, ce que vous faites aujourd'hui en choisissant ce thème aujourd'hui, vous faites déjà vraiment quelque chose en tant que journaliste. Et vous, même si c'est votre travail, vous êtes dans la société civile parce que vous n'êtes pas de la police. Enfin, il y a évidemment les attitudes quotidiennes au jour le jour qui consistent à ne pas accepter les abus de pouvoir, le copinage, le népotisme, etc. Tout ce qui fait le lit de la mafia. Mais un simple banquier qui a des textes de loi pourrait ne pas les appliquer parce qu'il a peur d'être embêté, etc. Mais s'il reçoit une certaine somme, je ne sais pas de combien elle est en Suisse, en liquide, il doit faire la déclaration comme quoi cette somme peut être suspecte. Mais il y a beaucoup de banquiers qui ne le font pas par coutume, etc. Je ne parle pas des complicités objectives. Je parle de tout ce que l'on peut faire, nous, qui ne sommes pas complices au quotidien. Mais alors justement, en Suisse, quand on évoque la mafia, on pense tout de suite au blanchiment d'argent. Est-ce que c'est vraiment le seul vecteur mafieux ici ? Ah mais non, c'est pas le seul, mais le problème c'est que la Suisse est loin de moi la volonté de caricaturer, mais la Suisse c'est le paradigme du blanchiment depuis longtemps.
pour une tradition que je vais pas vous refaire, vous connaissez très bien, mais par le secret bancaire et donc les conditions historiques qui fait que beaucoup de gens, fameux comme pas fameux, ont placé leur argent dans cette cité protégée. Donc évidemment, oui, le blanchiment, la Suisse est au carrefour de certains trafics économiques qui partent des Balkans, qui passent par Milan. C'est pas un hasard non plus si la mafia italienne est présente en Suisse, parce que ça passe par Milan, par la Suisse, et puis après qui remonte jusqu'à la City de Londres. Donc le blanchiment, c'est une part importante. Mais bien sûr que non. Aujourd'hui, je pense que les Suisses sont un petit peu plus sensibilisés parce que ils ont affaire éventuellement à avec une nouvelle forme d'immigration, à de nouvelles communautés et donc à de nouvelles formes de criminalité. Donc eux, ce qu'ils vont voir, c'est de nouveaux gangs violents roumains qui gèrent de la prostitution, des clans turcs qui gèrent maintenant du cannabis, et bientôt une communauté asiatique, pas ancienne, mais les Vietnamiens, qui pourraient demain faire ce type de trafic. Donc maintenant, en Suisse, la Suisse est maintenant un pays extrêmement ouvert dans la mondialisation, et elle est confrontée aussi à la criminalité des diasporas, de la microcriminalité. Donc il y a de tout maintenant en Suisse, le blanchiment et la criminalité normal, quoi. Mais vous pensez que la menace que représente la mafia est sous-estimée ? Oui, je pense qu'elle est réellement sous-estimée. Je rappelle quand même que l'ONU en a fait la principale menace du désordre mondial, pour l'ordre mondial, pour être extrêmement précis dans les mots qu'ils ont employés. C'était en novembre de l'année dernière. Je serai là très, une fois à mon tour caricatural, mais enfin, on ne parle que de terrorisme. Je comprends que ça soit très dur pour les consciences, etc. Mais ce sont quelques attentats, ce sont des milliers de morts par an. Le crime organisé en fait bien plus. Au Mexique, ils en font 3000 par an de ce qu'on sait. Donc oui, le crime organisé, la principale menace. Mais là, je n'ai parlé de la violence, mais ce n'est pas évidemment la principale raison. La vraie raison, c'est toute la corruption des esprits que peut amener le crime organisé au quotidien. Et justement, avec cet argent liquide qui peut circuler et du fait que ils peuvent très vite nous faire passer la frontière de la légalité à l'illégalité et nous faire croire que c'est ça la bonne marche des affaires. Et donc, ça peut pervertir tout le bien vivre ensemble, la société, etc. On le voit dans les territoires de l'Italie du Sud, mais maintenant, c'est valable pour l'Italie du Nord, et c'est valable pour une certaine partie de la société suisse. Et moi qui viens de France, c'est la même chose. Et pour revenir à votre parcours, en vous exposant aussi ouvertement contre la mafia, est-ce que quelque part vous prenez des risques ? Enfin, je précise pour nos auditeurs que vous n'êtes pas accompagné de garde du corps ce matin, on n'est pas au stade de Roberto Saviano, mais quand même. Non, mais enfin, je voudrais pas faire la personne trop humble, et puis je veux pas faire non plus la personne prétentieuse, mais honnêtement, pour avoir fait le tour de cette question, on est menacé par la mafia selon, à mon avis, 2 grands critères. La première, c'est on lève un lièvre économique. Je vais vous dire clairement que si j'apprenais que, en gros, vos studios étaient financés par des fonds occultes pour que de temps en temps, dans vos nouvelles, vous disiez des gentillesses de tel banquier qui est complice avec tel mafieux calabrais, si là, je m'amusais à le dire, ce n'est pas vrai, je tiens à le dire, mais si là, je m'amusais à le dire, honnêtement, je risquerais vraiment. Et pour tout vous dire, ce n'est pas mon rôle. À la rigueur qu'un journaliste d'investigation qui soit un petit peu protégé par sa rédaction, qui soit connu, parce que comme ça les mafieux éviteront hésiteront à le tuer tout de suite. Moi, c'est pas mon rôle de faire ça. Donc vous n'êtes pas dans la dénonciation directe, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Très peu de noms, très peu de lièvres économiques. D'ailleurs, je ne travaille pas beaucoup dessus. Moi, j'enseigne, si vous voulez. La deuxième manière d'être menacé par la mafia, c'est de les ridiculiser. C'est de les humilier. Et ici, nous avons un cas extrêmement clair qui est Giulio Cavalli, l'acteur italien, qui a fait une représentation théâtrale où il a lu des passages de lettres de mafieux qui étaient en prison, où il les a insultés, où il est allé très très loin dans l'humiliation. Il a été menacé tout de suite. Vous comprenez ? Parce que ça leur fait perdre éventuellement beaucoup de pouvoir sur leur territoire. Alors, maintenant pour Saviano, c'est un peu entre les deux. Saviano ne l'a pas fait exprès, mais comme il parle avec ses tripes d'un territoire où il a grandi, il les a un peu ridiculisés par son style. Je pense pas qu'il l'ait voulu, même s'il a une personnalité avec une plume acerbe. Il les a un peu ridiculisés, mais surtout ce qu'il avait pas prévu, c'est que ça serait un best-seller. C'est-à-dire que là, il les a ridiculisés au niveau international. Et ça les a beaucoup gênés. Donc, je pense que non, mais maintenant, tout peut arriver. Alors, malgré tout, vous êtes là avec cette caravane anti-mafia. Quels sont les objectifs en fait de cette caravane ? Comment fait-elle pour promouvoir la lutte contre la mafia ? Vous me parlez de produits qui sont vendus. Expliquez-moi un petit peu.
Oui, alors la caravane antimafia, c'est bien dans l'esprit d'ailleurs de la création de l'ONG Flair. C'est d'abord elle part d'Italie, puis quand elle a fait le tour de l'Italie et qu'elle a commencé à sensibiliser les gens en place publique, d'abord en informant sur le phénomène. On part de phénomènes qui souvent n'étaient pas connus, donc il s'agissait d'informer. Puis elle s'étend au niveau européen. Donc depuis 2004, la caravane passe en Europe. Nous étions en France, on est en Suisse, et ils iront sans moi en Bulgarie, en Roumanie, etc. Et qui trouve-t-on dans cette caravane? Alors dans cette caravane, on trouve des jeunes volontaires d'associations, de la société civile, des représentants des ONG, des professeurs d'université qui se mettent à disposition, des magistrats anti-mafia qui viennent témoigner, des journalistes. Ça, c'est vraiment la société civile à l'italienne qui est un exemple mondial de lutte contre le crime organisé. Mais c'est pas le seul exemple, et vous avez raison. Nous avons, en Italie, une arme fatale contre le crime organisé. Nous avons une loi unique au monde qui est la confiscation des biens au crime organisé, mais pas la confiscation qui existe dans tous les États de droit, une confiscation avec réutilisation à des fins socio-culturelles de ces biens, sur le même territoire. Alors je m'explique, en Sicile, on a confisqué à titre définitif des champs agricoles, on les a redonnés à des coopératives avec des gens qui ont des contrats de travail, ce qui n'est pas du tout le cas quand c'est la mafia qui fait du business. Là, on produit du blé, etc., on fait des pâtes, il y a aussi des vignes, on fait du vin, et ces produits, on les vend. Et l'idée étant vraiment que, les mafieux détestent qu'on leur prenne leurs biens, ils veulent bien aller en prison, mais ils détestent qu'on prenne leurs biens, je plaisante pas, ce sont eux qui le disent, et deuxièmement, ils détestent encore plus que sur leur territoire, on redonne à la société, on redonne à l'intérêt général ce que eux ont pris par l'intimidation et la violence. Alors si en plus on en fait des symboles et qu'on arrive à vendre ces produits dans le monde entier, je vous ai sensibilisé aujourd'hui. Nous étions à Bastia sur le marché aux puces dimanche matin. Et quand on explique aux gens, franchement, c'est un excellent vecteur, ces produits sur des biens confisqués aux mafias. Merci beaucoup Fabrice Rizzoli de vous être déplacé jusque dans nos studios. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités et représentant du réseau Flair contre le crime organisé. On vous souhaite une très bonne journée, Fabrice Rizzoli. Merci.